Il existe en France des villes où l'État finance la rénovation de logements qui restent vides, pas symboliquement. Concrètement, avec des dispositifs officiels, l'Agence nationale de l'habitat, le programme Action Cœur de Ville, le dispositif Petite Ville de demain. L'argent public entre dans ces bâtiments. Les habitants, eux, ne reviennent pas. 5 villes françaises subventionnent la sortie de vacances de leurs logements depuis 2018 ou 2021, et les centres continuent de se vider. Avant d'aller plus loin, une précision que les portails immobiliers ne font jamais. Ces aides ne te sont pas versées à toi, futur résident. Elles vont au propriétaire bailleur, celui qui rénove un logement vide pour le remettre sur le marché. La prime de sortie de vacances, les subventions ANH, le dispositif de Normandie, tout cela finance la brique et le plâtre, pas le déménagement. C'est un mécanisme public invisible pour le grand public, et ce qui le rend documentairement intéressant, c'est ce qu'il révèle. Même avec de l'argent injecté dans les murs, ces villes continuent de perdre leurs habitants. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma qui se répète sur 5 territoires différents, dans 5 contextes différents, avec la même conclusion. Decazeville, Aveyron, un nom que peu de gens placent sur une carte aujourd'hui, mais qui a pesé lourd dans l'histoire industrielle du sud de la France. Cette ville a été construite autour du charbon et de l'acier. Elle portait le nom de son fondateur, le duc Decazes, qui au XIXe siècle y a développé l'un des premiers bassins houillers et métallurgiques du pays. Pendant plus d'un siècle, Decazeville a été une ville en tension permanente entre la croissance industrielle et les conditions de travail difficiles, une ville de grève, de solidarité ouvrière, de familles entières dépendant d'une seule économie. À son apogée, la ville comptait environ 13 000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte autour de 5 300. Ce n'est pas un glissement progressif discret, c'est une perte de plus de la moitié de la population en quelques décennies. La fermeture progressive des mines à partir des années 1960 a déclenché un mouvement de départ qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Les jeunes partent vers Rodez, vers Toulouse, vers d'autres bassins d'emploi. Les logements restent, les murs restent, les rues restent, mais les habitants, eux, continuent de partir. Depuis 2021, Decazeville est intégré au programme Petite Ville de demain, un dispositif d'État qui accompagne les communes de moins de 20 000 habitants confrontées à des difficultés structurelles. Dans ce cadre, des aides ANH sont mobilisées pour inciter les propriétaires à rénover leurs logements vacants et à les remettre sur le marché locatif. C'est une logique en apparence solide. Rénover le parc existant pour le rendre attractif, relancer l'occupation, stabiliser la ville. L'argent public entre dans les façades, dans les toitures, dans les installations électriques vétustes. Mais le paradoxe s'installe rapidement. Rénover un logement vide n'attire pas mécaniquement un locataire. Pour qu'un locataire arrive, encore faut-il qu'il y ait un emploi, un service de santé accessible, une école qui fonctionne, une raison concrète de s'installer plutôt qu'ailleurs. À Decazeville, l'hôpital le plus proche, avec des services complets, se trouve à Rodez, à une trentaine de kilomètres. Le bassin d'emploi local reste fragile. Et dans ce contexte, un logement rénové reste souvent un logement vide, propre, refait, mais vide. Ce que cette ville incarne, c'est une tension que les dispositifs publics peinent à résoudre. On peut financer la réouverture d'un logement, on ne peut pas financer la raison de s'y installer. Les habitants qui connaissent Decazeville depuis plusieurs générations le disent eux-mêmes. Le problème n'a jamais été l'état des bâtiments. C'est l'absence d'avenir économique perceptible qui pousse les gens à ne pas rester. L'argent public répare les murs. Les murs ne répètent pas les gens. Et la ville continue de se vider, lentement, méthodiquement, depuis 60 ans. À environ 600 km au nord, dans l'Aisne, une autre ville porte un autre type de mémoire industrielle. Tergnier n'a pas été construite autour du charbon. Elle a été construite autour du rail. À partir de la fin du XIXe siècle, les ateliers de la Société nationale des chemins de fer français y ont employé des milliers d'ouvriers. La ville entière s'est organisée
autour de cette réalité. Les quartiers résidentiels, les équipements collectifs, le commerce local, tout gravitait autour de la locomotive et des ateliers. C'était une ville conçue pour fonctionner avec une seule industrie en son centre. Tergnier compte aujourd'hui environ 13 000 habitants, contre un pic d'environ 16 000 à son apogée. La perte est un moins spectaculaire en valeur absolue que dans d'autres villes de cette liste, mais elle est structurellement profonde. Les ateliers ferroviaires ont progressivement réduit leur activité. Les emplois directs et indirects ont disparu, et avec eux, une partie de la population qui n'avait aucune raison de rester sans cette activité-là. Ce qui reste, c'est un tissu urbain conçu pour une ville plus grande, avec des logements qui ont été occupés et qui ne le sont plus. Tergnier est également intégré au programme Petite Ville de demain depuis 2021. Les dispositifs publics de remise sur le marché, primes sorties de vacances, aide ANAH, financent pour des propriétaires bailleurs pour rénover leurs biens vacants. Là encore, la logique était la même. Si le logement est rénové, s'il est accessible, peut-être que quelqu'un s'y installera. C'est une politique de l'offre appliquée au parc résidentiel. On améliore l'offre, on attend la demande. La demande ne suit pas au même rythme. Ce n'est pas une défaillance du dispositif en lui-même, c'est une limite structurelle que le dispositif ne prétend d'ailleurs pas résoudre seul. Mais ce que révèle Tergnier, c'est que dans une ville cheminote en déclin post-industriel, la vacance du logement n'est pas un problème de qualité du parc. C'est un problème d'attractivité économique. Et aucun outil de rénovation ne peut créer cette attractivité si les conditions de base ne sont pas réunies. Le paysage de Tergnier illustre ce paradoxe mieux que n'importe quelle statistique. Des rues rectilignes tracées pour une ville ouvrière fonctionnelle. Des maisons alignées, construites dans la même logique industrielle que les ateliers qu'elles devaient desservir. Et dans certains îlots, des façades fraîchement ravalées, des fenêtres neuves et des intérieurs vides. La subvention a touché le bâtiment. Elle n'a pas touché la rue. Les gens qui habitent encore Tergnier voient ces logements rénovés rester inoccupés. Ce n'est pas une anomalie locale. C'est la démonstration quotidienne que l'argent public seul ne fabrique pas du peuplement. Jusqu'ici, 2 villes industrielles, 2 histoires de déclin lent, d'argent injecté dans des murs qui ne trouvent pas tour du pas preneur. Mais le cas suivant déplace le problème vers un territoire que l'on ne s'attend pas à trouver dans cette liste. Un centre médiéval classé, des maisons à colombage et un taux de vacances qui persiste malgré des aides de Normandie actives. Quelle proportion d'un cœur historique peut rester vide sans que personne ne le remarque vraiment ? Il y a des villes dont on parlerait différemment si elles se trouvaient en Alsace ou en Normandie. Joigny, dans l'Yonne, est l'une d'elles. Son centre ancien concentre un patrimoine architectural médiéval intact, des maisons à colombage du XVIe siècle, des ruelles pavées, une église romane, une topographie en pente qui descend vers l'Yonne. C'est un décor que des millions de touristes cherchent activement dans d'autres régions de France. Ici, il est là, réel, tangible et en partie vide. La ville compte aujourd'hui autour de 9 500 habitants, contre environ 11 800 à son pic démographique. Le déclin n'est pas catastrophique en termes de rythme, mais il est continu. Et ce qui le rend particulier par rapport aux 2 villes précédentes, c'est qu'il se produit dans un tissu urbain qui devrait, sur le papier, être attractif. Un centre historique classé est normalement un atout. Il attire le tourisme, il génère de l'image, il retient une certaine catégorie de résidents. À Joigny, cet atout n'arrête pas la vacance. Depuis 2021, la ville est intégrée au programme Petite Ville de demain. Les dispositifs mobilisés incluent les aides ANAH, mais aussi le dispositif de Normandie, un outil fiscal spécifiquement conçu pour encourager la rénovation de logements anciens dans les centres-villes dégradés en échange d'un engagement locatif. Le propriétaire qui rénove un logement vacant dans le centre de Joigny peut bénéficier d'une réduction fiscale significative à condition de le mettre en location à un prix encadré pendant une durée déterminée. C'est une incitation bien construite, documentée, vérifiable. Et pourtant, des maisons à colombage du XVIe siècle restent fermées. Des volets clos depuis des années.
des rez-de-chaussée commerciaux vides dans des rues qui datent du Moyen Âge. Ce n'est pas un problème de méconnaissance des aides, les services de la mairie accompagnent les propriétaires dans les démarches. C'est un problème plus profond. Certains propriétaires préfèrent attendre, parfois espérer une vente à terme, parfois par inertie, parfois parce que la gestion locative dans un bâtiment ancien représente des contraintes supplémentaires que la subvention ne couvre pas entièrement. Il faut être honnête sur les contraintes réelles de Joigny. La ville est à environ 150 km de Paris, ce qui en fait théoriquement accessible depuis la capitale. Mais le trajet en transport en commun n'est pas toujours fluide. L'économie locale reste dépendante du commerce de proximité et de quelques employeurs publics. L'hôpital de référence se situe à Auxerre, à une vingtaine de kilomètres. Pour une famille avec enfants ou une personne âgée, ces distances comptent, et elles comptent dans la décision de s'installer ou non dans un logement rénové du centre médiéval. Ce que Joigny ajoute à la liste, c'est une dimension que Decazeville et Tergnier n'avaient pas. La beauté patrimoniale ne suffit pas non plus. On pourrait croire que rénover une maison à colombage du XVIe siècle dans un centre médiéval classé est une garantie d'attractivité. Ce n'est pas le cas. La vacance persiste dans ce cadre-là aussi. L'argent public subventionne la réouverture de ces logements, et une partie d'entre eux reste fermée. La prochaine étape de cette liste change d'échelle. 3 villes, 3 dispositifs actifs, 3 paradoxes documentés. Mais les 2 cas qui suivent fonctionnent sur une autre dimension. Des villes bien plus grandes, avec des décennies de pertes démographiques déjà consommées, et des programmes État parmi les plus dotés du pays. Le prochain lieu a perdu environ 10 000 habitants en quelques décennies. Et les aides publiques n'ont pas inversé la courbe. Vierzon est une ville que l'on traverse souvent sans s'arrêter. Elle se trouve au croisement de plusieurs axes routiers et ferroviaires importants au cœur du Berry, dans le Cher. Et peut-être que ce statut de ville de passage résume quelque chose de son histoire récente. On passe par Vierzon, mais on ne s'y installe plus comme avant. Pourtant, pendant une grande partie du XXe siècle, Vierzon était une ville de production, une ville qui fabriquait des tracteurs, du matériel agricole, de la céramique industrielle, du verre. Une ville ouvrière au sens plein du terme. Elle comptait autour de 35 000 habitants à son apogée. Elle en compte aujourd'hui environ 25 000. 10 000 habitants perdus. Ce chiffre correspond à la population entière d'une ville moyenne. Ce n'est pas un repli marginal. C'est une transformation structurelle qui a modifié la physionomie même du centre-ville. Des commerces fermés, des immeubles vides, des rez-de-chaussée murés, et dans les rues principales, une alternance de façades actives et de vitrines condamnées qui donne au centre cette texture particulière des villes en transition lente. Depuis 2018, Vierzon est intégré au programme Action Cœur de Ville, un programme d'État parmi les plus ambitieux jamais déployés pour la revitalisation des villes moyennes françaises. Ce programme n'est pas anecdotique. Il mobilise des centaines de millions d'euros à l'échelle nationale, coordonne plusieurs opérateurs publics et s'accompagne d'outils fiscaux comme le dispositif de Normandie et les aides ANH pour les propriétaires bailleurs qui remettent des logements vacants sur le marché. À Vierzon, ces dispositifs sont actifs. Les services municipaux accompagnent les propriétaires. Les dossiers se déposent, les rénovations se font, et la ville continue de perdre des habitants. Pas à un rythme catastrophique d'une année sur l'autre, le déclin s'est ralenti par rapport aux décennies précédentes, mais la courbe ne s'est pas inversée. Le centre-ville reste marqué par une vacance visible, quotidienne, que les habitants de Vierzon côtoient à chaque fois qu'ils font leurs courses ou sortent de chez eux. Demandez à quelqu'un qui vit dans le centre de Vierzon. Il vous dira que les rues sont moins animées qu'il y a 20 ans. C'est une réalité perceptible, pas seulement statistique. Ce que Vierzon met en lumière avec une clarté particulière, c'est la limite du ciblage des politiques publiques. Action, Cœur de Ville finance l'aménagement des espaces publics, la rénovation des logements vacants, l'accompagnement des commerces. Mais il ne peut pas financer la raison de venir. Or, la raison de venir à Vierzon, ou de ne pas partir, dépend d'une équation que le programme ne contrôle pas entièrement.
où se trouvent les emplois, qui est la qualité des services de santé, comment fonctionne le réseau de transport vers les agglomérations voisines, quel est le projet d'avenir que la ville incarne pour une famille ou un actif en mobilité. Il faut aussi nommer les inconvénients réels de Vierzon, parce que l'honnêteté génère plus de compréhension qu'une description unilatérale. La ville est éloignée des grands pôles métropolitains dynamiques. Bourges, la ville la plus proche d'envergure, se trouve à une trentaine de kilomètres. Le tissu économique local ne s'est pas reconstruit avec la même densité qu'avant les fermetures industrielles. Et pour un jeune actif ou une famille avec des enfants scolarisés au lycée, puis à l'université, la question du projet de vie ne se résout pas avec un logement rénové à loyer encadré. Elle se résout avec un horizon professionnel. Vierzon travaille à le construire. Mais l'argent public subventionne déjà les murs depuis 2018, et les murs ne sont pas encore tous habités. Aucun des cas précédents ne combine exactement les paramètres de Forbach. Cette ville de Moselle se trouve aux portes de l'Allemagne. La frontière est à quelques kilomètres. Elle appartient au bassin Houillé-Lorrain, l'une des grandes zones minières de France, dont l'essor au XXe siècle a structuré toute une géographie humaine et économique. Des milliers de travailleurs, souvent issus de migrations successives, sont venus s'installer à Forbach et dans les communes environnantes pour alimenter les puits de charbon. La ville a grandi avec ce flux, elle s'est dotée d'équipements, de logements, de services. Et puis les mines se sont fermées. Forbach comptait environ 25 000 habitants à son pic. Elle en compte aujourd'hui autour de 21 000. La perte en valeur relative peut paraître modeste, autour de 16%. Mais cette lecture statistique masque une réalité plus complexe. La population qui reste est souvent vieillissante. Les départs concernent en majorité les actifs et les jeunes diplômés qui franchissent parfois littéralement la frontière pour travailler en Allemagne, ou qui quittent la région pour d'autres métropoles françaises. Ce qui se vide à Forbach, ce ne sont pas seulement des logements, ce sont des tranches entières de la pyramide des âges. Forbach est intégré au programme Action Cœur de Ville depuis 2018. Les aides à la rénovation de logements vacants pour propriétaires bailleurs y sont actives, dans la même logique que Vierzon. Inciter les propriétaires à remettre sur le marché des logements inoccupés, améliorer le parc, rendre le centre-ville plus attractif. Le programme Action Cœur de Ville est ici accompagné d'une réflexion sur l'espace public, sur les liaisons douces, sur la réhabilitation de certains équipements structurants. L'intention est documentée, les financements sont réels. Et pourtant, la spécificité de Forbach donne à ce paradoxe une tonalité que les autres villes de cette liste n'ont pas. Forbach est frontalière. L'Allemagne est là, visible, à quelques minutes de voiture. Et l'Allemagne propose des emplois, des salaires, un marché du travail dynamique que la Moselle ne peut pas répliquer à domicile. Pour un résident de Forbach, le choix n'est pas seulement entre rester et partir vers une métropole française lointaine, c'est parfois entre rester dans un logement rénové à Forbach et travailler de l'autre côté d'une frontière que l'on franchit chaque matin. Beaucoup font ce choix, mais d'autres partent entièrement. Ce que cela crée, c'est une situation que les portails immobiliers ne racontent pas et que les bilans de programmes ne mettent pas toujours en avant. Des logements rénovés grâce à des fonds publics dans une ville qui dispose d'un programme national de revitalisation actif depuis 2018 et qui continue de rester vide parce que la logique du bassin de vie transfrontalier redistribue les flux de population selon des règles que les outils nationaux ne contrôlent pas. C'est difficile à croire et pourtant c'est mesurable dans les chiffres de vacances du parc. Il est nécessaire d'être précis sur ce que Forbach représente et ce qu'elle ne représente pas. La ville n'est pas en ruine, elle fonctionne. Elle dispose de services publics, d'établissements scolaires, d'une vie associative. Mais elle porte les traces d'une économie qui a muté trop vite pour que l'urbain suive. Des immeubles dont les rez-de-chaussée sont condamnés. Des logements en étage qui restent inoccupés malgré des propriétaires qui ont engagé des travaux
avec l'aide de l'État. Et dans les rues du centre, une alternance entre ce qui fonctionne et ce qui attend. Attend un locataire, attend un acheteur, attend que quelque chose change dans l'équation économique locale. La question que Forbach pose, et qu'elle partage avec Decazeville, Ternier, Joigny et Vierzon, est une question que les dispositifs publics ne formulent jamais explicitement parce qu'elle est inconfortable. Peut-on subventionner la réouverture d'un logement dans un territoire où les conditions fondamentales d'attractivité ne sont pas réunies et attendre un résultat différent ? L'argent public répare les murs. Il ne répare pas l'économie. Il ne reconstitue pas une industrie disparue. Il ne rapproche pas un hôpital. Et il ne retient pas un jeune actif qui voit, à 20 minutes en voiture, un marché du travail qui lui offre ce que sa ville ne peut plus lui proposer. Voilà ce que Forbach rend visible mieux que n'importe quelle autre ville de cette liste. Le paradoxe n'est pas une défaillance des programmes. C'est une limite structurelle que les programmes eux-mêmes n'ont jamais prétendu résoudre seuls. Action. Cœur de ville n'a pas été conçu pour recréer une économie post-minière. Il a été conçu pour améliorer le cadre de vie, pour rendre le centre-ville plus habitable, pour réduire la vacance visible. Ce qu'il ne peut pas faire, et ce que personne dans les textes officiels ne prétend qu'il peut faire, c'est remplacer la raison fondamentale de s'installer. Et c'est exactement cette limite que ces 5 villes, chacune à leur manière, documentent avec une précision que les chiffres de vacances confirment année après année. Un centre médiéval classé avec des colombages du XVIe siècle fermés à clé, et une ville frontalière à 20 minutes de l'Allemagne avec des logements rénovés par l'argent public qui attendent un locataire. Même pays, même dispositif, résultats identiques. La vraie question n'est pas de savoir si ces programmes fonctionnent ou non, c'est de savoir ce qu'il faudrait de plus ou de différent pour que rénover un mur suffise à retenir quelqu'un. Dans laquelle de ces 5 villes choisirais-tu de t'installer demain en connaissant tous les paramètres ? Pas pour un week-end, pour une vie. Écris-le en commentaire. Et si ce type d'analyse sur ce que les portails ne te disent pas t'intéresse,